Bonjour et bienvenue à cette mêlée de presse du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, et du ministre Dufour. Alors, nous allons procéder à une courte allocution du ministre Dubé sur place et par la suite, nous passerons aux questions. Merci beaucoup, Marjorie. Alors, rebonjour tout le monde. Je pense que la plupart, je vous ai vu un petit peu plus tôt aujourd'hui lorsqu'on était à Sainte-Terre. J'aimerais tout d'abord peut-être vous dire que j'ai eu une très, très belle journée jusqu'à maintenant. C'est très bien d'être sur le terrain. Je veux saluer, si tu permets, Pierre, je vais commencer par les femmes. Alors, Caroline, la PDG de l'Abitibi-Témiscamingue, merci pour la réception, d'avoir eu cette rencontre-là. Mes collègues députés, Pierre Dufour, ministre de la Région, Suzanne Blais, très, très content d'avoir eu cette discussion-là avec, oui, Mme Terrien-Lessard, elle est là. Mélise, vraiment une belle discussion que j'appellerais non partisane. On sait que c'est important quand on vit des moments difficiles comme on les vit en santé en ce moment, et particulièrement dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, d'être capable de s'élever au-dessus de la partisanerie puis de discuter les vrais enjeux. Je veux juste vous dire qu'on a eu une très, très bonne rencontre là, qui vient de se terminer et tout le monde a pu faire des suggestions justement à Mme Caroline si ça ne vous dérange pas que je vous appelle comme ça. Alors, je suis très, très content de cette rencontre-là. Je suis très, très conscient aussi des enjeux locaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je les connaissais avant, mais quand on vient sur le terrain, on en a une meilleure appréciation. Et le président du conseil d'administration qui est ici aussi. Je pense que ce que j'ai rencontré à Sainte-Terre, puis je veux vous dire, donner un exemple, puis c'est pour ça que je décidais de me rendre sur place. J'ai vu des gens là-bas. Moi, je viens d'un coin de pays où le sentiment local, régional est très, très fort. Puis je l'ai senti à Sainte-Terre ce matin. J'avais presque l'impression que j'étais dans la petite séduction. Hein? Et les gens sont très, très fiers de leur CLSC. Mais malheureusement, dans le cas de Sainte-Terre, la décision qui a été prise ici, d'avoir une réorganisation des services de façon temporaire, et je le dis bien, temporaire tant qu'on ait des meilleures solutions, puis j'y reviendrai. La décision de Sainte-Terre, ce n'est pas une décision facile, mais au niveau du CLSC, au niveau de l'urgence, de passer à moins de quarts de travail pendant une certaine période, mais je pense que c'est la bonne décision parce qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on fait dans l'ensemble de l'Abitibi. Et pourquoi que c'est important, puis peut-être que Caroline pourra en dire quelques mots. Il faut regarder l'image globale de l'Abitibi-Témiscamingue et pas uniquement de Sainte-Terre. Et c'est pour ça que malheureusement, des fois, il faut faire des choix très difficiles. Mais encore une fois, quand je dis temporaire, c'est notre travail, puis c'est pour ça qu'on a annoncé des mesures pour aller chercher des ressources humaines, non seulement au Québec, mais à l'extérieur du Québec, d'avoir une approche différente dans la formation de notre main-d'œuvre pour accélérer la formation. Je ne rentrerai pas dans le détail de toutes ces formules-là, mais on a un objectif en Abitibi d'aller chercher au moins 250 infirmières très rapidement pour venir vous permettre de colmater les brèches qu'on a un petit peu partout. Alors, donc, je dirais que moi, j'ai un objectif très clair, c'est de ramener les infirmières pour être capable d'avoir un réseau, je le dis souvent, un réseau qui est beaucoup plus humain, un réseau qui est plus performant. Et dans ce sens-là, je réitère en terminant, puis je pourrais répondre aux questions avec mes collègues, mais je veux vous assurer que le genre de rencontre qu'on vient d'avoir avec le ministère il y a quelques minutes au niveau des ressources humaines, je pense que vous êtes bien appuyés ici dans l'équipe avec Caroline. Moi, je vous réitère toute ma confiance, Caroline. Je sais qu'on vit un moment difficile en Abitibi-Témiscamingue, mais je veux vous assurer que vous avez mon support. On va passer à travers, puis on va faire le maximum pour vous aider. Alors, moi, je serais prêt à répondre à des questions, mais je pense que voulez-vous dire quelques mots avant?
Non, ça va. Nous pouvons On peut passer aux questions tout de suite? merci. OK, Déjà très passer à bien. la période de questions des Très médias. bien. Il y a un micro à l'avant. Donc, ce sera une question, une sous-question par journaliste. Et puis, bien évidemment, en précisant votre nom et votre média. Alors, je vous invite à vous diriger au micro. Bonjour, Monsieur Dubé. Bonjour. Mon nom, c'est Lily Mercure, journaliste pour RNC Média, Ah ben oui. TV Abitibi-Témiscamingue. Donc, la fermeture partielle de l'urgence de sanitaire est lundi, c'est dans 3 jours. Est-ce qu'il y a un moyen de la repousser à 3 jours de là? Est-ce qu'il y a moyen de l'éviter? Ben, écoutez, il y a une question d'horaire à court terme. Je pense que ça fait longtemps qu'elle a été annoncée. À un moment donné, il faut se préparer. Il faut vraiment prendre cette décision-là. Puis, à mon sens, c'est la bonne décision. Donc, la réponse, c'est non. Ça va prendre racine à compter de lundi. Mais je vais me servir de votre question pour aller un petit peu plus dans le détail de solutions qu'on doit faire. Il y a des solutions qui ont été présentées localement, qui ont été discutées par Mme Roy et son équipe. Puis moi, ce que je demanderais, c'est aux intervenants locaux de continuer à regarder ces solutions-là. Je ne rentrerai pas dans le détail, là, mais il faut que chacune des parties prenantes, les employés sur place m'ont dit, on est prêt à regarder d'autres choses. Est-ce qu'on pourrait faire des horaires de 12 heures? Est-ce qu'on pourrait faire certaines demandes aux syndicats pour rendre plus de personnes disponibles? Je n'irai pas dans le détail de ça, mais je pense que si chacune des parties, employés, syndicats, gestionnaires, à court terme, regarde des solutions qu'on n'aurait jamais pensées avant, je pense que ces solutions-là, malheureusement, qu'on n'aime pas, là, de cette réorganisation des services-là, moi, je vous le dis, il faut que dans 2 semaines, on dise, on a trouvé une solution, mais il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin, là. Tout le monde. Alors donc, je pense que oui, c'est applicable à compter de lundi. Moi, après avoir regardé tout ça, je suis 100% d'accord avec la solution qui est là. Mais je vais demander aux équipes de continuer à travailler pour trouver des solutions. Merci. En sous-question? Super. Donc, on est à Malartic et puis il y a un enjeu qui est pointé là, par les élus depuis plusieurs années concernant les horaires de faction des ambulanciers, notamment à Malartic et à Amos. Est-ce que vous comptez changer ça pour des horaires à l'heure éventuellement? Bien, ça, c'est un enjeu qui, je n'aimerais pas ma réponse, mais qui n'est pas juste ici, en Abitibi ou au Témiscamingue, c'est partout au Québec. Et on a fait un colloque sur le préambulancier un petit peu plus tôt cette année. Et moi, j'ai demandé à nos équipes, vous savez qu'on a lancé un grand chantier pour la réorganisation des urgences. Puis c'est sûr que le préhospitalier vient tout de suite avant ça parce que c'est eux qui nous amènent, pour la moitié des cas, nos gens aux urgences. Alors, je pense que le problème est beaucoup plus profond que juste de savoir si on est à l'horaire ou si on est en faction. Alors, je veux vous dire qu'on est en train de le regarder parce qu'on regarde globalement comment on peut réduire nos urgences pour des cas qui pourraient peut-être aller ailleurs. Mais c'est sûr que c'est sur notre radar en ce moment. Mais c'est beaucoup plus large que je dirais juste en Abitibi ou au Témiscamingue. On est en train de regarder ça. Merci. Nous allons maintenant passer Merci. au prochain média. Oui, bonjour, Charles Laferrière de Radio Énergie. Vous avez parlé que vous voulez recruter des infirmières. On a annoncé des primes récemment pour attirer les gens, les ramener dans le réseau public. Ça ne semble pas fonctionner. On semble avoir de la misère à quand même aller chercher des gens dans la région. Qu'est-ce qui pourrait être fait si les primes, ça ne marche pas? Est-ce qu'on va les augmenter? Quelle autre solution on peut avoir pour ramener ces gens-là qu'on a besoin présentement? OK. Je vais commencer, puis ça, je pense que Caroline pourrait peut-être compléter si elle le veut. Il y a 2 choses. Premièrement, il est un petit peu trop tôt pour dire que ça ne fonctionne pas. Je vous dirais, globalement, au Québec, là, je suis très satisfait des résultats qu'on a avec un peu plus de 2 semaines. Vous avez vu les résultats qu'on a annoncés hier. Il y a déjà une augmentation depuis l'autre semaine. Moi, je suis satisfait. Par contre, tout le monde n'a pas, puis je reviendrai sur l'Abitibi ou Témiscamingue, il y a des choses qui ne sont pas sorties encore comme information, que nos gens veulent que les retraités ou que nos gens dans le réseau voudraient prendre, par exemple, plus de temps plein. Il faut leur donner exactement c'est quoi les conditions. Puis, écoutez, la convention collective vient d'être signée, là, c'est tout frais. Et ce qu'on appelle l'arrêté, donc le détail de ce programme-là,
n'a pas été encore publié. J'espère qu'on est capable de sortir ça en début de la semaine prochaine. Avant de passer la parole à Caroline sur l'aspect local, le dernier commentaire que je vous ferai, je pense qu'il y a un élément majeur à l'échelle du Québec qui va contribuer à rendre encore plus attrayant le programme, c'est les décisions qu'on est en train de prendre sur la main-d'œuvre indépendante, ce qu'on appelle les agences. Okay? Et on a pris une décision que les agences auraient, que c'est les employés du public qui auraient les horaires favorables au détriment des agences. C'est une très, très grosse décision. Moi, c'était pour moi une des conditions de ça. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore en place. C'est une question de jours, maximum de semaines, pour que tous ceux, on a plus de 2500 personnes avec qui on est en négociation, qui attendent de voir le détail de ça avant de dire, moi, je suis prêt à revenir. Alors, moi, j'ai beaucoup de pression en ce moment que je mets sur le ministère pour sortir les documents, pour être capable qu'on signe le plus rapidement possible. Mais localement, j'aimerais ça peut-être que Caroline complète la question. Oui, merci, Monsieur le ministre. En fait, permettez-moi aussi de vous dire, on est bien content de vous accueillir dans notre région, l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, localement, présentement, pour reprendre les mots de M. Dubé, on est en négociation avec 16 personnes. Donc, il y a 16 personnes qui ont signifié un intérêt pour intégrer le réseau ou intégrer pour une première fois le réseau. On aura une conclusion, je l'espère, dans les prochains jours, prochaines semaines. Sinon, il y a quand même 20 personnes de notre organisation qui avaient un statut de temps partiel, qui acceptent pour les 12 prochains mois de bonifier à temps complet. Donc, ça aussi, c'est une belle nouvelle. Là. Puis, dans les prochains mois, probablement aux prochaines semaines, on aura davantage de personnes là, qui vont emboîter le pas. Un des éléments qui est important, c'est vraiment les conditions de travail. Hein, on le sait, quand on veut intégrer un réseau, une équipe de travail, puis qu'on sait que ça va être agréable, que ça va être satisfaisant, que ça va permettre une meilleure conciliation travail-famille, bien, ça peut être intéressant. Donc, présentement, ce qu'on est à mettre en place aussi avec la réorganisation, c'est en ayant en tête notre personnel soignant. Actuellement, il y a plusieurs équipes où c'est du temps supplémentaire régulier, du temps supplémentaire obligatoire régulier, des doubles quarts jour après jour jusqu'à 10-12 jours en ligne. Il faut arrêter ça. En fait, c'est en modifiant aussi cette réorganisation-là au niveau des équipes de travail, malheureusement, qui s'applique sous forme d'une contingence au sein de notre organisation pour concentrer les effectifs puis leur offrir des meilleures conditions dans nos services plus critiques, essentiels pour notre population. Mais là aussi, on va être capable probablement d'améliorer l'attraction par des conditions de travail qui vont être plus intéressantes. Merci. En sous-question. En sous-question, des hôpitaux de la Montérégie-Est ont fait tirer des cartes cadeaux pour encourager un peu les personnels de la santé. J'entends déjà des gens dire faire tirer des cartes cadeaux, c'est bien beau, mais je pense qu'ils préféreraient enlever le temps obligatoire sur temps obligatoire. Comment on explique qu'on encourage avec des cartes cadeaux au lieu de peut-être mettre des mesures pour enlever ces temps supplémentaires obligatoires-là? Ouais, Je vais enlever votre masque, M. Dubé. Ah oui, c'est vrai, je l'oublie des fois. Peut-être que toutes ces mesures-là, disons, qui viennent accompagner, que ce soit des cartes cadeaux pour moi, c'est juste pour montrer l'importance que nos gens veulent trouver des solutions. Mais je pense que votre question de fond est beaucoup plus sur la question du temps supplémentaire obligatoire. Puis ça, là-dessus, moi, je vais vous dire, là, on sait les décisions difficiles qu'on a prises cette semaine de retarder l'échéancier. C'était justement parce que je voulais minimiser l'impact de l'utilisation du TSO dans les prochaines semaines. Alors, je vous le dis, là, le TSO, pour moi, là, c'est probablement la chose la plus importante sur laquelle je travaille pour minimiser le temps supplémentaire obligatoire. Je vous dis aussi que dans les prochaines semaines, je vais le suivre, le TSO, parce que, je l'ai dit, il n'y a pas de baguette magique. Là. On ne pourra pas passer d'une utilisation du TSO qui soit à 5, 6, 7 % dans certaines régions, puis d'être à 0 demain matin. C'est pas possible. Mais on va suivre la diminution. Puis chacun des PDG, je leur ai dit, quand on s'est rencontrés le matin de la décision qu'on a annoncée de retarder 30 jours, là, je dis, je vous donne 30 jours de plus pour me montrer que vous êtes capable de minimiser l'impact du TSO. Parce que plus on va minimiser l'utilisation du temps supplémentaire obligatoire, plus on va avoir des gens qui ont le goût de revenir. Puis plus il y a des gens qui vont avoir le goût de revenir, bien moins on va avoir de TSO. Mais il faut que ça commence à quelque part. Et c'est pour ça que j'ai dit, s'il y a une chose qui m'a motivé à prendre cette décision-là de retarder de 30 jours, c'est de minimiser le TSO dans les prochaines semaines. Fait que je suis vraiment là. Vraiment là. Bien, c'est pas juste en Montérégie, c'est partout. Vous en avez ici. Je sais que ça ne sera pas facile
dans les prochaines semaines, parce que tant qu'on n'a pas les gens, mais il ne fallait pas exacerber le problème. C'est pour ça qu'on a pris cette décision. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, M. Dubé. Bonjour. Pierre-Olivier Poulain du journal Citoyen Val-d'Or-Amos. Vous avez parlé tantôt du 250 employés supplémentaires qu'on devrait avoir pour justement humaniser un peu plus le réseau de la santé localement. Lesquels moyens que vous préférez y aller? Est-ce que vous vouliez aller par soit la formation, l'immigration, des infirmiers extérieurs? Parce que malgré les mesures pour la formation qu'on va avoir, ça va quand même attendre au moins 18 mois avant qu'on commence à avoir les effets de ça. Donc, c'est à court terme, pour avoir le plus rapidement, quels moyens on privilégie? Bien, je vais laisser Caroline répondre parce que votre question, elle est structurée. Il y a du court terme puis il y a du long terme. Parce qu'il faut en trouver 250 à très court terme, mais il faut s'assurer qu'on a de la rétention pour que dans les prochaines années, ce problème-là, il existe depuis longtemps. Il existait même pré-pandémie. Je ne veux pas faire de partisanerie, là, mais ça fait longtemps qu'il y a un problème dans le réseau. J'aimerais ça que vous vous concentriez sur les différentes mesures entre le court terme et le long terme. Puis j'aurais peut-être même pas besoin de répondre tellement que votre réponse va être complète. Bien, en fait, localement ou régionalement, là, je vais le dire comme ça pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est certain qu'à court terme, la réorganisation de services en fait partie. La réorganisation de services fait en sorte que, oui, on réorganise les services, puis on n'en veut pas de ces mesures-là, personne. Hein. En région, là, quand on a un service, qu'on y tient, que c'est de proximité, bien, tout le monde tient à le maintenir, puis moi-même, la première. Présentement, on se doit de le faire. Il nous manque 250 infirmières. En appliquant la réorganisation de services, on se retrouve à moins 100. Donc, on a quand même là, fait un gain au niveau des conditions de travail, au niveau de la pression qu'on met sur notre réseau ici en Abitibi-Témiscamingue, et tout en étant capable de maintenir les services partout en région. Puis ça, je le répète, on y tient en région. On a 5 territoires d'MRC, on a une proximité de service, puis on va la maintenir en étant sécuritaire et de qualité, parfois différemment, mais ça va être maintenu. Donc, à court terme, le plan en fait partie. À court terme, par contre, on s'est déjà mis en action. Vous le savez, avec le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, en janvier prochain, c'est 30 admissions au diplôme d'études collégiales en soins infirmiers accélérés, certaines sous conditions, mais quand même 30 admissions, 30 personnes qui, dans environ 2 ans, vont avoir complété la formation. On peut parler d'un moyen terme peut-être, puis on le sait qu'à long terme, on a du recrutement à l'international. On a déjà complété du recrutement de 16 infirmières qui vont arriver, là, je l'espère, dans la prochaine année, qui sont en France actuellement. Puis pour la prochaine année, on en compte là, en recruter encore 80. À court terme, les annonces de M. Dubé en date du 23 septembre vont certainement nous aider aussi. Présentement, je pense que plusieurs attendent des réponses. Ceux avec qui on est en négociation là, auront leurs réponses prochainement, mais ça aussi, ça devrait nous donner de la main-d'œuvre. Puis en améliorant les conditions de travail, c'est petit à petit, après ça, qu'on va créer un cercle où ça devient intéressant. Puis là, bien, de bouche à oreille, où les gens qu'on connaît, bien, on peut les approcher puis leur dire « Viens, c'est intéressant finalement, on ne fait plus autant de temps supplémentaire, on gère un peu mieux nos horaires, ça va mieux dans notre équipe de travail, la pression est moins forte. » Puis c'est sur quoi on va compter. Et là, toute la population peut contribuer à ça parce qu'on est une région relativement petite, 6 000 employés. On est tous soit dans le réseau, soit notre beau-frère, notre belle-sœur, notre cousin, notre voisin. Puis c'est en communiquant l'information qu'on va être capable de renflouer nos équipes de travail puis le personnel soignant au sein de l'organisation. Mais moi, je voudrais dire à la population, là, aujourd'hui, de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'il y a de l'espoir. Puis pourquoi je dis qu'il y a de l'espoir, c'est que non seulement toutes les mesures que Caroline vient d'énumérer, elles sont là, puis on va les pousser. S'il faut ajuster nos mesures, on va les ajuster. Parce que je pense que des fois, on l'a vu, là, après 2 semaines, il y a des régions qui réagissent mieux que d'autres sur le programme qu'on a annoncé. Fait que je vous le dis, si on a besoin de s'ajuster, ça ne prendra pas des semaines, c'est une question de jours. On avait tantôt la sous-ministre, Mme Savoie, qui gère tout le ministère au complet, et sa personne qui est responsable de toutes les ressources humaines. On a discuté de ça. Comment on peut ajuster notre programme pour attirer plus rapidement. Donc, il y a des solutions. La deuxième, pour dire qu'il y a de l'espoir, ce que j'ai entendu à Sainte-Terre ce matin, moi, ça m'encourage. Parce qu'il faut regarder d'autres façons de faire. C'est pour ça, tantôt, je reviens. Moi, là, je pense qu'on peut même avoir des solutions à Sainte-Terre dans les prochaines semaines si tout le monde met un peu d'eau dans son vin pour trouver une solution là-bas. Mais si les employés disent non, on ne veut pas changer nos quarts de travail, si le syndicat dit non, on ne peut pas faire telle chose, si tout le monde dit des si, non, on ne peut pas faire ça, bien jamais on va trouver de solution. Mais la situation est tellement grave
que ce que j'ai entendu ce matin à Sainte-Terre, c'est qu'ils ont dit, nous, on est prêts à le faire. Alors moi, ce que j'ai demandé à Caroline, puis elle m'avait dit qu'il y avait déjà des propositions qui avaient été faites, mais peut-être que les gens n'avaient pas encore regardé toutes les façons de faire. Moi, je vous dis, je suis très confiant. Pour ça, j'ai confiance dans l'équipe ici. On va regarder, essayer de faire les choses différentes. La pandémie nous a appris ça. La pandémie nous a appris que des fois, on pouvait faire des choses autrement qu'on n'avait jamais osé faire avant. Alors, si la gestion locale des horaires peut faire partie de ça, avec des gens qui sont prêts à travailler autrement pour garder leur service chez eux, moi, je pense qu'on peut avoir des solutions très, très à court terme, en autant que tout le monde regarde une façon différente de faire les choses. C'est bon? Merci. En sous-question? C'est bien correct. C'est bien Parfait. correct. Pour un dernier média. Bonjour, Annie-Claude Luneau de Radio-Canada. Vous avez parlé de temps supplémentaire obligatoire. La FIC vient de déposer une mise en demeure au gouvernement du Québec pour demander la fin du TSO, finalement. Comment est-ce qu'on va y arriver pour ne plus avoir de TSO dans le réseau de la santé? Bien, je trouve ça bien, on demande la même chose. Qu'il y ait avec une mise en demeure, là, je ne rentrerai pas là-dedans parce que la journée qu'on prend une approche légale, je suis obligé de me retirer un peu et de faire attention à mes commentaires. Mais je veux dire, dans la négociation collective que ma collègue, Mme Lebel, présidente du Conseil du Trésor, s'est adressée dans la convention collective, on n'en veut plus de TSO. Alors que la FIC dit ça aujourd'hui, là, c'est comme je dirais, oui, on est d'accord. Maintenant, je l'ai dit, la recette n'est pas compliquée. Ça prend du monde. Ça prend du monde parce qu'il nous manque. Le réseau a été déserté pour une foule de raisons. Puis on avait même du temps supplémentaire obligatoire. C'était une méthode de gestion avant la pandémie. C'est comme ça qu'on gérait le système. Je ne peux pas revenir en arrière à ce qui a été fait, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'en veux plus de TSO. Très clair, là. Puis donc, la FIC qui dit ça aujourd'hui, je dis oui, on s'entend. Maintenant, moi, mon enjeu, c'est de trouver des solutions. Puis une des solutions, c'est de trouver du personnel. On vient de mettre beaucoup d'argent, puis les gens nous disent, c'est pas juste de l'argent, c'est dites-nous qu'il y a un changement de culture, dites-nous qu'il y a un changement de vision, que c'est important pour vous, en tant que gestionnaire, là, les gens qui sont ici, les gens de l'équipe de Caroline, puis c'est partout au Québec, dites-nous que maintenant, la conciliation travail-famille, c'est important. Mais non, cet après-midi, là, on regarde comment on peut faire un système de service de garde qui serait plus proche des gens qui veulent travailler dans le réseau, des femmes qui aimeraient retourner au travail, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas un service de garde adéquat. Alors, voyez-vous un petit peu, c'est quoi les petites choses qu'on peut faire qui peuvent sembler des fois qu'on n'a jamais regardé, mais qu'on peut prendre un peu de recul puis dire ça va nous aider à attirer des gens et c'est ça qui va nous permettre de travailler sur le fameux temps supplémentaire obligatoire. Ça va? Merci. Et en sous-question pour terminer? Vous allez me permettre de prendre mes notes parce que c'est une question plus nationale, puis je ne suis pas spécialiste en médicaments. Le Zolgensma, donc ce fameux médicament à 2,8 millions de dollars qui sera maintenant couvert par le gouvernement du Québec. Pourquoi avoir décidé de le couvrir à ce moment-ci? Quelle belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Ça, j'ai un de mes collègues ici, là, j'en profite, là, Sylvain Gobeil, qui est le chef de cabinet adjoint là, au niveau, qui a travaillé là-dessus depuis des mois. Ça fait des années que ça aurait dû être réglé. Seul l'est réglé maintenant. Puis il faut, lorsqu'on parle de la vie des gens, on l'a vu, là, les enjeux qu'on a eus dans la pandémie, à mon avis, il n'y a jamais de prix pour la vie des gens. La décision qu'on a prise au cours des derniers jours, on a fallu négocier avec les pharmaceutiques, là, entre autres avec Novartis. Mais on a réussi à trouver un arrangement financier qui était correct. Mais il y a 8 ou 9 petits-enfants là, qui sont admissibles immédiatement à ce médicament-là. Puis moi, je connais des gens personnellement qui ont une quarantaine d'années, qui ont eu la maladie quand ils étaient jeunes, puis qui disent aujourd'hui, au moins, il y en a qui ne vivront pas la vie que j'ai vécue. Alors, je vous dis, moi, j'avais des frissons cette semaine quand on a réussi à passer l'entente avec Novartis, puis de savoir qu'il y a 8 enfants maintenant qui vont en bénéficier. Je ne pense pas qu'il y a personne qui va questionner les coûts qu'on met là-dedans parce que c'était la bonne chose à faire pour ces familles-là. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci d'avoir été présent. Et je vous dis qu'on va revenir. OK? Hein, on est d'accord, Suzanne? On est d'accord, Pierre? OK, c'est bon. Émilie, vous aussi? Oui, OK. C'est bon. Merci tout le monde. Merci.